Et coucou tout le monde, eh bien bienvenue dans ce nouveau petit vlog que je démarre avec une crève comme vous pouvez l'entendre, donc je m'excuse tout de suite pour la voix, voilà, mais en fait aujourd'hui j'ai décidé d'aller visiter deux petites îles qui sont à côté de Takamatsu, et du coup je me suis dit bah écoutez, je vais vous embarquer avec moi, d'autant plus que comme il y a un petit peu de transport, ça va me permettre de commencer un bouquin. Donc je pense que je vais commencer Otsuichi, Goth d'Otsuichi, dont je vous avais parlé ces derniers temps, alors qu'il n'est pas traduit, donc ce sera en anglais. Et puis du coup, bah écoutez, je vous donnerai mes impressions quand je reviendrai de ma petite visite. Alors, qu'est-ce que je vais visiter aujourd'hui? Comme ça vous permettra de savoir, parce que vous allez voir incessamment sous peu, puisque pour vous, ça va juste être quelques secondes. Euh, Par contre, du coup, je pense que ça va rester pendant plusieurs jours, donc je suis vraiment désolée pour ça. En fait, je vais aller sur les îles de Megijima et Ogijima. Alors, Megijima, qui est vraiment la plus proche, juste là, je crois que c'est un quart d'heure, 20 minutes en bateau. Elle est aussi surnommée l'île des ogres. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, elle est l'île où les ogres venaient se cacher dans l'histoire de Momotaro. Si vous connaissez cette légende enfantine très très connue ici au Japon, en fait, Momotaro, l'enfant de pêche, est une histoire qui se passe dans la préfecture d'Okayama. Mais les ogres que Momotaro va essayer d'attaquer et qui en fait va essayer de sauver la région de ces méchantes créatures qui enlevaient les femmes et les enfants pour les enfermer dans la grotte et puis éventuellement en faire leurs 4 heures plus tard, habitaient justement sur l'île de Megijima, dans laquelle il y a une grotte dans laquelle on a un certain nombre de sculptures, de sculptures, je sais pas vraiment si on peut appeler ça des sculptures, puisque je sais pas en quoi c'est fait, mais je pense que ça va être en plastique, mais des sculptures très kitsch et colorées des ogres en question, voilà. Donc on verra bien si c'est suffisamment bien pour y passer un petit moment ou pas. En tout cas, j'ai envie d'aller visiter cette grotte. Je trouvais que les ogres, ça collait plutôt bien sur la période d'octobre et bientôt Halloween. Et puis, de toute façon, ça permet aussi de voir un petit peu de nature, de me balader, etc. Et la deuxième île qui est juste derrière, il s'agit de Ogijima, qui apparemment est connue pour être une ville d'art et de chats. Voilà. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, dans Takamatsu et toutes les îles autour, en fait, ce sont plus ou moins des endroits de toute façon où l'art est primordial, puisque on y trouve des œuvres d'art contemporain dues à la triennale qui se passe ici régulièrement. Donc je ne sais pas si certaines îles sont plus artistiques que d'autres, sauf Naoshima juste parce qu'elle est plus célèbre. Mais à part ça, du coup, je ne sais pas bien. En fait, je ne sais pas trop ce que je vais y trouver. Voilà. À part qu'il me semble qu'à l'arrivée avec le bateau, il y a une espèce d'œuvre d'art, sculpture moderne, là où on achète les tickets. Mais alors à part ça, je ne sais pas. Par contre, on me dit il y a aussi des chats. Bah voilà. Voilà, moi du coup ça me fait mon plan de la journée. Et puis j'espère quand même que je vais voir quelques petits chats. La seule chose que je sais par contre, c'est qu'il ne faut pas nourrir les chats sur place, parce que c'est fait par les gens qui habitent là-bas, les locaux. Après, est-ce que ce sont des chats des rues, ou est-ce qu'ils appartiennent aux gens? Je ne sais pas, mais apparemment les gens qui habitent sur place s'en occupent. Voilà. Donc bah écoutez, on va aller voir tout ça ensemble, et puis ce sera très certainement les images qui viennent juste après mon petit speech. Voilà. Écoutez, je vous dis à très très bientôt. Comme ça, je vais vous raconter un petit peu ce qu'a donné ma lecture, à moins que j'ai changé d'avis, mais vous aurez quand même une lecture de toute façon, même si j'ai décidé de changer de bouquin. Voilà. À plus.
coucou, bah écoutez, voilà, j'étais faire mon petit tour comme prévu dans mes deux petites îles. Donc je vais d'abord vous parler de ça vite fait avant d'attaquer sur le bouquin. Alors très très bonne surprise, autant pour Megijima que Ogijima. Alors Megijima, comme j'ai dit, je m'attendais à des statues assez kitsch, de démons, de choses comme ça. Et finalement non, j'ai trouvé que la grotte était très sympa, l'île est super jolie, très agréable. Je me suis pas mal promenée en fait. Après, c'est vrai que c'est une île qui est toute petite, très montagneuse, donc il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut aller pour se balader tranquillement. Mais franchement, juste le trajet pour la grotte et la redescente, excuse-moi, ça par contre, ouais, je suis toujours malade, ça change pas en quelques heures. Mais en fait, la grotte, je pense, dont je viens de vous montrer des images, ouf, ça y est, j'ai du mal à parler. En fait, en dehors des statues kitsch, vous avez aussi des tuiles, vous savez, les tuiles typiques en fait qu'on met en bout de toiture en fait comme décoration, mais qui ont été faites avec des têtes de démons. Or, ces tuiles ont été faites dans le cadre de la triennale d'art contemporain dont je vous ai déjà parlé, pour justement essayer de revigorer un petit peu l'attrait touristique de la grotte, et en fait avec plein d'élèves de la région, en même temps on est dans une petite région, hein, donc c'est Takamatsu et puis vaguement ce qu'il y a autour, hein, c'est la plus petite préfecture du pays, et donc avec beaucoup d'étudiants, d'élèves aussi, d'élèves plus jeunes, ils ont en fait fait ces tuiles directement à la main, donc chacun a fait son petit démon, son petit... et donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, et je trouve que ça met une ambiance dans la grotte franchement sympa. Si c'était que les statues kitsch, la grotte en elle-même, elle est sympa parce qu'il fait bon à l'intérieur, parce qu'il y a une petite ambiance comme ça un petit peu, il y a un petit côté un peu claustro, mais c'est vrai que les tuiles, franchement j'ai trouvé que ça donnait vraiment quelque chose d'un petit peu mystique. J'ai aussi bien aimé, alors malheureusement c'était sombre, donc sur les images c'est un peu... mais j'ai aussi bien aimé le temple qu'ils ont, qui est dédié... C'était un sanctuaire ou un temple? Je crois que c'était un sanctuaire, pardon. Qui est dédié aux victimes des ogres, victimes présumées, parce qu'il faut croire aux ogres hein, pour ça, mais où effectivement c'était vraiment dans un coin de la grotte assez profond, où il y avait ce qu'on retrouve dans un sanctuaire habituel, c'est-à-dire avec les autels, les offrandes, les listes de noms, ce type de choses. Et s'il y en a qui connaissent le jeu vidéo, j'ai trouvé qu'il y avait une petite ambiance Projet Zéro. Voilà. Petite ambiance qui a été renforcée lorsque je suis tombée sur une scène d'un ogre à côté duquel en fait il y avait une cage qui était censée représenter les femmes et les enfants prisonniers des ogres, sauf que pour représenter ça, ça fait une espèce de, on dirait une cage de bouche d'égout avec une espèce de statue qui arrive limite à quatre pattes avec les cheveux comme ça, et elle est dans un coin et du coup on la voit pas tout de suite. Pour le coup celle-là j'ai un petit peu fait un bond, parce qu'en plus à ce moment-là les gens qui étaient devant moi étaient bien loin et j'avais plus personne derrière moi, donc je me suis fait un petit coup de... mais bon, pareil que c'est Halloween bientôt, donc sans le vouloir je me suis mise dans l'ambiance. Voilà. Ah, je suis désolée, déjà d'habitude je bafouille, mais alors là en étant malade c'est pas terrible. Bref, Ogijima absolument merveilleux. Parce que beaucoup de balades à faire, même si l'île est petite, il y a beaucoup de recoins, il y a beaucoup d'œuvres d'art éparpillées sur l'île. Alors je sais que je vous ai déjà dit que je n'étais pas fan d'art contemporain, et ça c'est toujours le cas, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas l'apprécier de temps en temps. Et je me suis rendu compte aussi, surtout au niveau des sculptures, même quand c'est des trucs un peu bizarres, quand c'est posé dans un certain décor ou dans une certaine ambiance, je le regarde autrement, même si je trouve pas ça très beau en soi. Peut-être parce que je profite aussi du cadre, je profite de la température, de l'ambiance. C'est pas juste dans une pièce de musée où je n'ai que ça à regarder et de me dire c'est beau, c'est pas beau, ça me plaît pas. Alors que là, entre le fait qu'il faisait bon, qu'il y avait de l'air frais, puis il y avait la mer, il y avait toutes ces îles, par exemple l'espèce d'arche avec des pieds qui marchent là, mais j'ai pas trouvé ça désagréable. J'aurais vu ça dans un musée, j'aurais trouvé ça naze, hein. Je le dis tout de suite, désolée pour les gens qui aiment beaucoup ce genre de choses, mais je trouve que là le contexte aide beaucoup. Et c'est vrai que j'avais déjà fait des musées d'art contemporain en plein air et c'est pareil, pour le coup ça passe très bien. Je pense qu'il y a un contexte à mettre avec qui fait que du coup si on ne comprend pas forcément l'œuvre en soi ou ce type d'art, qui fait qu'on peut quand même prendre le temps d'essayer de regarder, d'essayer de comprendre, parce que l'environnement pousse à ça.
Voilà, donc très très agréablement surprise. Alors, je voulais aller voir un musée de lac, parce que bon, ça, il y en a partout au Japon, rien d'original, sauf qu'ici, ils ont repris des arts traditionnels pour en faire de l'art contemporain. Donc, j'étais curieuse. Alors, je sais pas si je l'ai pas trouvé ou que c'était fermé, j'étais pas sûre de mon coup. Et du coup, je suis tombée sur un autre musée, le musée Akinori, qui comporte une seule œuvre d'art, qui est une installation, et pour laquelle il faut payer une entrée, mais bon, c'est 2 euros, c'est pas la mort, hein, et qui est dans une vieille maison japonaise. Je me suis dit, bon, bah, j'ai rien d'autre à faire dans les parages, je me suis déjà bien baladée, je vais rentrer, je vais voir. J'ai absolument adoré. Je sais pas si je vous mettrai les images juste avant ou juste après, avec le son. C'est-à-dire qu'en fait, il y a... Ah, je viens de me rendre compte, il y a une partie des ombres chinoises, je crois, qui n'est pas sortie. Un petit détail que je vous précise tout de suite. Je pense que vous vous êtes rendu compte que ces derniers temps, dans mes vidéos, des fois, il manque la fin, je suis obligée de mettre un écran, ou ça radote un petit peu, il y a la... Vous savez, on a l'impression en fait qu'il y a des petites coupures, des petits trucs. Mon téléphone est en train de rendre l'âme en fait. Voilà. Ça arrive de plus en plus souvent et là je suis en train de me rendre compte que c'est pas moi qui fais n'importe quoi ou en fait mon téléphone est en train de crever. Donc pour ces îles, il y a une bonne partie de ce que j'ai pris qui est juste des écrans noirs. Voilà, donc je suis désolée pour ça. Et du coup, il me semble que dans ce musée-là, il y a une partie que j'ai pas pu prendre. Donc je vous décris un petit peu. De toute façon, comme d'habitude, vous avez les timecodes, hein, comme ça vous pouvez zapper mes conneries si vous voulez. En fait, on rentre à l'intérieur et on a droit à un spectacle d'ombre en fait, puisque cette œuvre d'art est faite avec des instruments en bambou, des instruments traditionnels et une fabrication traditionnelle qui, avec un système électrique, les enclenche et qui ensuite, par leur mouvement, font de la musique et qui, en fait, bougés dans un certain ordre, font une musique, en fait, que j'ai trouvée très méditative et très agréable. C'est une seule installation. Je me suis assise, je suis restée plus d'une demi-heure. Voilà. C'était très agréable, très, je sais pas, peut-être le côté naturel, le côté ancien aussi de la maison, les sons en eux-mêmes, enfin il y a un côté très très beau. Et donc, tous ces instruments, quand vous rentrez dans la maison, ils sont cachés derrière une sorte de rideau sur lequel il y a les reflets des instruments derrière, mais aussi de ceux qui sont au plafond. Et donc, ça fait une sorte de spectacle d'ombre chinoise. Voilà, donc c'est ce que vous voyez au début. Et ensuite, vous pouvez monter à l'étage au-dessus. Et donc là, vous voyez une partie des instruments en marche, comment ça fonctionne. Donc, ça vous permet de les regarder. Et puis, vous pouvez aussi vous asseoir en haut et vous installer tranquillement. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est pas forcément une période très touristique, mais il n'y avait pas grand monde. Il y avait quand même du monde avant moi. Mais le temps que j'ai passé dans la maison, j'étais toute seule. Et sincèrement, c'était un régal absolu. Voilà. Bref, donc, écoutez, sur ce, on va quand même passer sur la lecture, puisque je voulais vous parler de Goth Dotsuichi. Alors, le roman commence sur les chapeaux de roue. En fait, il nous raconte l'histoire d'une amitié, si on peut dire, on ne sait pas vraiment en fait, mais d'une relation humaine entre deux individus. Le narrateur, dont on ne connaît pas le nom, et Molino. Molino qui est une jeune fille qui, j'imagine, a donné le titre au livre, puisqu'elle a un aspect, nous, ce qu'on appelle occidentaux, gothique, c'est-à-dire les cheveux très noirs, toujours habillée en sombre, toujours... Et puis il y a un côté très mélancolique, très... Elle ressemble à une poupée, mais dans le sens, une poupée sans vie, voilà. Et en fait, une relation entre eux s'est nouée, une relation juste cordiale, parce que là où Molino, en fait, a l'air complètement mélancolique et malgré sa beauté, repousse absolument tout le monde volontairement, donc plus personne ne l'approche parce que elle est bizarre, et puis au bout d'un moment, les gens, ça les intéresse plus, quoi. Ils se disent juste, bon, c'est la bizarre du coin, on va pas forcément aller lui parler. Et le narrateur, lui, par contre, qui passe pour quelqu'un de très chaleureux, de très... Mais Molino a vu ce que ça cachait, parce qu'en fait, c'est lui qui parle, donc on va beaucoup avoir droit à sa pensée. Il ne ressent rien. C'est quelqu'un qui ne ressent rien et qui est très curieux en fait des relations et des réactions en société, puisqu'il est obligé de les imiter pour se fondre dans la masse. Ce qu'elle a remarqué. Ils ont tous les deux un intérêt très poussé pour le macabre, et c'est indirectement ce qui va les pousser l'un vers l'autre, puisque dans leur ville, qui n'est jamais nommée, il semblerait qu'il y ait quand même un certain nombre de meurtres. Et pas toujours des mêmes personnes, puisqu'il semblerait qu'il y ait plusieurs tueurs en série avec des modes opératoires différents. L'histoire commence avec l'un d'entre eux
Et en fait, Molino, par hasard, va tomber sur un carnet qu'elle va ramasser dans un café. Et ce carnet décrit en détail les derniers meurtres qui se sont passés dans la ville. Bien entendu, ça pousse sa curiosité, elle ne dénonce absolument pas et ne remet pas le carnet à la police. La première chose qu'elle fait, c'est aller voir le narrateur pour lui montrer le carnet, lui demander de le regarder et d'aller avec elle, excusez-moi, petite pause, et d'aller avec elle pour essayer de découvrir où est le corps qui est décrit, mais que la police n'a pas encore trouvé. Parce que sur les cas qui sont présentés, il y en a un qui n'a pas encore été découvert, ainsi qu'une liste de lieux pour lesquels ils ont conclu que c'était sans doute des lieux pour les futurs meurtres. Donc ils partent en vadrouille tous les deux, avec leur sans conversation à part autour des meurtres, autour de ce genre de choses. Ils sont vraiment chacun dans leur monde et ce qui les lie en fait c'est juste cette attraction vis-à-vis de ce genre de choses. Ils vont réussir de fil en aiguille à retrouver l'endroit où est caché le dernier corps. Ce corps, comme les précédents, est découpé en plusieurs morceaux, il a été éventré et chaque organe et partie du corps a été cloué sur un arbre dans une sorte de disposition artistique macabre. Après cette découverte, en fait, ils vont également découvrir toutes les affaires de la victime qui sont encore là. Est-ce que l'assassin n'avait pas encore terminé? Est-ce qu'il avait d'autres choses à faire peut-être, plutôt que de se débarrasser des affaires? On ne sait pas trop, le fait est que les affaires étaient là. Et ils vont les prendre, et plutôt que de les remettre à la police, Molino va décider de les garder, puisque ce sont des affaires de femmes. Et elle va décider également de porter ses affaires. Je pense que son obsession vis-à-vis de ce type de crime fait que c'est une supposition, mais c'est quelque chose que j'ai l'impression de ressentir quand je lis le livre, c'est que j'ai l'impression qu'elle se sent vivre en fait à travers ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elle-même, par elle-même, elle est plus ou moins morte, elle n'a pas de réaction, elle n'a pas de sentiment, elle n'a pas de... Alors que ce genre de fait, justement, lui donne une motivation, lui donne un but, et s'identifier à une victime, j'imagine, lui donne l'impression en fait de vivre cette situation. À partir du moment où elle commence à porter les affaires de la victime, certains événements vont commencer à s'enclencher. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Donc, en fait, à la base, c'est censé être un roman, mais il semblerait qu'il soit fait de plusieurs histoires, mais qui sont toutes autour de Molino, du narrateur, et des tueurs qui sont dans cette ville. Sauf qu'on commence avec cette histoire dont je viens de vous parler et dont je ne vous ai raconté que le début. Et l'histoire suivante est en fait l'introduction, c'est-à-dire comment est-ce que les deux ont vraiment commencé à se parler. Et qui était toujours en lien avec un autre tueur. Voilà. Donc pour l'instant, j'en suis là. Alors est-ce que du coup, ça va être une sorte de fix-up sans être un fix-up? Parce qu'un fix-up, ce sont des histoires indépendantes, mais qui en fait sont liées entre elles. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fil conducteur. Là, il n'y a pas de fil conducteur. On a l'impression de lire plusieurs histoires autour d'exactement les mêmes personnages, juste à des moments différents et qui ne se suivent pas chronologiquement. Alors, du coup, qu'est-ce que j'en pense? Puisque là, je vous ai plutôt décrit l'histoire et la structure. J'avoue que j'ai été très prise très vite. Je préviens tout de suite, c'est un livre d'horreur, tout ce qu'on peut qualifier d'horreur. C'est-à-dire que c'est très graphique dès le début. Alors, si vous avez du mal avec la violence, le sang, les dépeçages et les machins, passez votre chemin. Si vous arrivez à passer outre ce genre de choses, tentez-le. Par contre, j'ai trouvé qu'il m'était aussi très mal à l'aise très vite. Et ça a un côté un petit peu fascinant en fait, parce que j'imagine aussi que quand on lit des choses d'horreur, qu'on le veuille ou non, on a aussi un attrait pour le macabre. Ça ne veut pas dire qu'on aime ça dans la réalité, mais pour ce type d'histoire et pour ce que ça dégage. Or, c'est vrai que d'une certaine façon, ça reflète un petit peu les personnages, à la différence que eux n'ont vraiment aucun sentiment. Mais on a ce côté curiosité morbide, et puis au fur et à mesure qu'on lit l'histoire, très vite, en fait, on n'est pas bien, parce qu'il y a des descriptions et des choses qui mettent mal à l'aise, parce que c'est très graphique. Et en même temps, cette espèce de vide dans la tête des deux personnages qui fait que, autant Molino, on a l'impression de voir un pantin en fait qui déambule, alors c'est déjà une impression très étrange, et le narrateur qui exprime en fait avec ses mots à lui, mais qui sont aussi complètement creux et complètement détachés en fait de ce qu'on peut considérer comme normal ou comme une réaction humaine normale. Donc du coup,
il n'y a pas que les descriptions gore ou ce genre de choses qui mettent mal à l'aise, il y a aussi tout ce contexte en fait du narrateur et des personnages principaux qui font que ce sont vraiment pas très bien, qu'on rentre... Oh, excusez-moi, j'ai entendu craquer, j'ai cru qu'il y avait une petite secousse, mais en fait non, ça doit être une porte de chez les voisins. C'est pour ça que je me suis arrêtée en mode... Donc oui, donc effectivement je trouve que c'est très prenant, très vite, on se met vite dedans, mais du coup c'est vrai que comme on est aussi très mal à l'aise en le lisant, c'est vraiment comme un plaisir coupable, c'est-à-dire qu'on a envie d'y retourner et puis en même temps on se dit oh là là, c'est un petit peu... en tout cas moi pour l'instant ça me plaît beaucoup, mais je suis très 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 curieuse, c'est peut-être pour ça aussi que je suis vraiment bien dedans, de savoir où ça va nous mener. Où ça va nous mener parce que personnellement... J'imagine beaucoup de conclusions. Beaucoup de conclusions selon si l'auteur a voulu faire une fin atroce vu le milieu dans lequel ça se passe, ou au contraire de faire quand même quelque chose d'un petit peu plus doux pour... et de la relation entre les personnages, qu'est-ce qui va se passer entre eux? Est-ce que ça va continuer d'être par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qui va se développer entre eux? Et vu leurs obsessions et leur façon d'être, vers où ça va mener? Est-ce qu'on est en train de partir sur un chemin très dangereux ou au contraire quelque chose qui va leur apporter une certaine rédemption puisqu'ils vont commencer peut-être à travers leur relation à devenir un petit peu humains? Je ne le sais pas du tout. Là, ce sont vraiment des spéculations personnelles, mais juste pour vous dire que à ce stade-là, c'est hyper intéressant et je sais vraiment pas où ça va. Et si ça se trouve, ce que je suis en train d'imaginer, c'est complètement à côté de la plaque. Complètement. Voilà. Donc, écoutez, moi personnellement, très très bonne lecture. Par contre, je la lis pas avant de dormir. et écoutez, je vais revenir, je pense, incessamment sous peu vous en parler. Parce que j'ai envie de lire la suite. Voilà. Écoutez, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Parce que là, j'ai quelques petites choses à préparer. Je pars en vacances bientôt. Et je suis un petit peu à la bourre. Voilà. Allez, ciao, à tout à l'heure. Eh bien écoutez, rebonjour, puisque j'imagine que vous m'avez vu il n'y a pas très longtemps. Il y a quelques jours qui sont passés depuis la dernière fois que j'ai pris la caméra, parce que j'ai eu une semaine un petit peu chargée. Et du coup, écoutez, en fait j'ai avancé un minimum Goth d'Otsuichi, mais je peux pas vraiment vous détailler, puisque j'en suis à peu près à la moitié du livre, sans vous dévoiler certains pans de l'histoire, mais... Pour l'instant, mon impression reste toujours la même, c'est-à-dire que je suis super intriguée et j'ai super envie de lire. En fait, plus que de lire la suite, j'ai hyper envie d'arriver à la fin. Voilà. Pas parce que j'ai envie de finir. Oh mon dieu, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Pas parce que j'ai envie de terminer l'histoire, mais plutôt parce que j'ai envie de savoir où ça nous mène. Où est-ce que ça va nous mener? Voilà, là je suis en train de terminer la 3e histoire, donc effectivement il y a plusieurs histoires indépendantes sans lettres, comme je vous ai expliqué. Ah oui, alors par contre, celle-là, il y a des chiens. Mais, étrangement, vu le type de bouquin, alors croisons les doigts que ça reste comme ça, il n'y a vraiment pas beaucoup de descriptions à ce niveau-là. Donc, je trouve ça plutôt safe quand, comme moi, vous êtes assez sensible au niveau des animaux. Voilà. C'est pas, en tout cas, pour l'instant, ça se fait pas plaisir à nous montrer tout et n'importe quoi. Voilà. Autrement, j'ai aussi lu un graphique. J'ai lu le premier tome de Tomino la Maudite, qui est un manga que je voulais lire déjà depuis un bon moment, d'autant plus que la couverture m'intriguait pas mal, puisqu'on y voit une petite fille qui a un aspect un petit peu bizarre et qui apparemment est dans le milieu du cirque. L'auteur est un auteur très réputé dans le milieu du manga d'horreur. Vous avez droit aux mobilettes. C'est l'heure, hein, vous me direz tard le soir, les mobilettes, ça y va ici. Hein. Et en fait, ça m'intriguait pas mal, justement parce qu'il est assez connu dans ce milieu-là et que apparemment il fait partie des fondateurs justement de tous ces dessins un petit peu bizarres, malsains, qui nous ont donné par la suite Junji Ito et compagnie. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais le lire. J'avais pas vu le nombre de pages, en fait, il en fait 350, le premier tome. Mais finalement, ça se lit très très bien. Je l'ai lu d'une traite. Et du coup, écoutez, voilà, je vais vous parler aussi de celui-là parce que je vais terminer le vlog après l'explication de ce livre. Pourquoi? Parce que je pars en vacances demain. Et comme je vous ai dit, malheureusement, j'ai une semaine un petit peu chargée et du coup, c'est vrai que
J'ai encore mon sac à terminer, il faut que j'aille me coucher, demain matin je me lève tôt, enfin c'est un petit peu... Et en même temps j'ai hâte justement parce que non seulement je vais pouvoir me poser un petit peu, mais je vais enfin avoir du temps pour lire. Parce qu'avec les transports en général, c'est comme ça que j'avance vraiment, en tout cas ces derniers mois. Et ça fait un moment, puisque cette année avec le déménagement et tout, j'ai très très peu bougé. Et qu'est-ce que j'ai envie? Bref, on n'est pas là pour parler de mes vacances, mais de bouquins. Et donc revenons-en à Tomino. Alors Tomino, la maudite, commence en nous racontant l'abandon par une femme dans la neige de deux jumeaux qu'elle vient d'avoir, apparemment, vraisemblablement elle vient juste d'accoucher. Elle les emmène à son frère qui apparemment vit avec une famille déjà très nombreuse, mais on ne sait pas bien si c'est une famille ou des voisins, ou en fait il y a un très très grand groupe de personnes qui habitent sous le même toit. Et le frère les récupère parce que ça lui permet d'avoir une pension puisqu'elle va lui envoyer de l'argent tous les mois. Et donc c'est lui qui va élever ses enfants. Alors ces pauvres petits jumeaux, bah, ils vont grandir dans un milieu terrible puisqu'ils vont subir de la maltraitance en permanence, que ce soit par la famille, par les adultes, qui les traitent comme des moins que rien, qui les font dormir avec les vers à soie qu'ils élèvent dans cette ferme, et qui ne les nourrissent pas, c'est-à-dire qu'à la moindre occasion, ils les privent de repas, c'est-à-dire que s'ils marchent un peu de travers, s'ils se penchent un peu, si voilà, c'est de la maltraitance à tout bout de champ, sans compter qu'ils sont harcelés par les enfants du coin également, puisque ce sont des enfants un peu étranges, puisqu'ils n'ont pas pu grandir normalement en étant traités de cette façon-là. Donc ils passent un petit peu pour les idiots du village, entre guillemets, alors qu'ils ne le sont pas du tout, mais ils veulent pas parler aux gens, ils restent toujours entre eux, en plus avec la mentalité des jumeaux, ils comptent vraiment l'un sur l'autre. Un jour, alors je peux pas vous dire l'âge exactement, puisque je n'en suis pas sûre, mais je dirais peut-être une petite dizaine d'années. Un jour, en fait, l'un des membres de la famille va rentrer au moment où ils sont en train de se changer et ils vont se rendre compte que ces enfants ont des taches sur le corps. Complètement horrifiés en se disant que ça porte malheur, machin, ils vont se débarrasser des enfants et les vendre à un cirque qui était dans le coin à ce moment-là. Comme on peut s'imaginer à l'époque, puisque ça se passe quand même vraisemblablement il y a un petit moment par rapport aux costumes, on ne nous donne pas l'année, mais par rapport aux costumes et au milieu, c'est ce qu'on s'imagine. C'est le genre de cirque ambulant typique, vous savez, où on montrait les freaks. C'est-à-dire que ce n'était pas un cirque où on montrait des acrobates ou des gens qui savaient faire des choses, mais plutôt un cirque où on montrait des gens difformes, des gens qui avaient des particularités physiques en particulier, et où on voit bien que le public souvent vient pour passer du temps et repartent complètement horrifiés, ou plutôt prétendant d'être horrifiés, alors qu'ils ont, encore une fois, cette curiosité morbide, il y a toujours ce côté-là. Justement de vouloir aller voir des gens bizarres. Ces petits jumeaux, bien entendu, dans ce milieu-là, ils ne vont pas forcément profiter de meilleures conditions humaines, puisqu'il y a aussi des raclures, hein, on peut rappeler les choses comme elles par leur nom. Mais il y a également beaucoup d'autres enfants et d'autres personnes qui, justement, à cause du rejet qu'ils ont subi et de leurs conditions, vont beaucoup s'attacher à eux, et eux aussi vont s'attacher à ces personnes-là, puisque justement ils se comprennent bien plus, même sans vraiment se parler. Donc il y a quand même des relations très différentes qui vont se former, et on va suivre le destin de ces jumeaux, que ce soit dans le cirque, dans leur quête pour essayer de survivre, effectivement, puisque les gens du cirque aussi se font vendre à droite à gauche, enfin il y a tout un système comme ça. Et plus ou moins, je ne peux vous dire que ça. Voilà. Ce que j'en ai pensé, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu d'une traite, hein, donc c'est plutôt bon signe. Par contre, alors les dessins assez dérangeants, ce que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire assez dérangeant, pas du tout dans le sens où c'est graphique, mais dans le sens où les traits des personnages sont très, très étranges, il y a un côté, c'est ce qui se dégage, voilà, c'est ce qui se dégage. À côté de ça, il y a des personnages, surtout hors du cirque, qui sont très normaux, qui ne dégagent absolument rien de négatif, donc je pense que le trait est volontaire, c'est-à-dire que ce n'est pas juste le style de l'auteur qui fait que tous ses dessins dégagent ça, mais c'est lui qui choisit que certains personnages dégagent ce type de choses. Alors après, bien sûr, pour autant qu'on ait un petit peu d'empathie, on ne peut que s'intéresser au destin de ces enfants, parce qu'on souhaite effectivement que de bonnes choses leur arrivent. Et puis les autres personnes qui vont aussi croiser dans le cirque, qui sont aussi très attachantes, que j'ai trouvé très intéressantes, même si on ne découvre qu'une petite partie de leur histoire. Alors il y a plusieurs volumes, je pense qu'on a fait qu'effleurer la surface, et qu'on va avoir plus d'histoires sur un certain nombre de personnages par la suite. Donc franchement ça m'a beaucoup plu pour toutes ces raisons là.
Un seul petit truc par contre, c'est que j'ai trouvé que certains passages étaient confus. C'est-à-dire qu'il y a des moments où un événement se passe, et puis on passe à autre chose sur une nouvelle page, sauf qu'on ne sait pas trop qui, quoi, comment, ni quand, surtout, c'est-à-dire c'est avant, après, dans le futur, dans le présent, dans le passé. Et puis après quelques cases, on repart sur autre chose. Donc on ne sait pas bien qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là, ni avec qui, ni... Alors des fois on sait ce qui s'est passé mais on ne sait pas qui, des fois on sait qui mais pas quand. C'était ces petits passages un petit peu confus en fait qui font que par moments je me suis un petit peu paumée. Et puis même en revenant en arrière, en fait je me suis rendu compte que c'est pas moi qui avais raté un truc. Donc est-ce que c'est propre au style de l'auteur? Je ne sais pas. En tout cas, le premier tome est terminé. Donc celui-là, je peux vous en parler parce qu'il est bouclé. Et sincèrement, oui, je vais clairement lire la suite parce que ça m'intéresse beaucoup. Après, quand est-ce que je vais la lire? Je pense quand je reviendrai de vacances. Voilà. Ben, écoutez, sur ce, on va donc s'arrêter. Alors, je sais que j'avais dit que je n'aimais pas terminer mes vlogs sans finir mes bouquins. Maintenant, celui dont je vous ai parlé, je pense que je pourrais très bien en reparler vite fait puisque ce ne sera que la conclusion. Vous avez déjà les 3/4 en fait de ce que je peux en dire. À moins que la conclusion me déçoive ou que bon bah il y aura plus grand chose à en dire arrivé la fin à part j'ai aimé ou j'ai pas aimé, c'est confirmé ou infirmé, voilà. Donc soit je ferai un petit post Instagram, soit j'en parlerai vite fait sur un autre vlog. Et puis aussi parce que je voulais pas justement vous laisser sans vidéo puisque là je pars pendant une semaine puisque j'ai vacances, je me casse. Voilà, je sors du Japon et d'ailleurs si vous voulez essayer de deviner où je vais aller, puisque forcément je vais vous filmer des trucs pour vous les poster, ça a un rapport avec certaines des lectures que je me suis achetées récemment puisque je voulais découvrir aussi la littérature de ce pays-là. Voilà. Donc du coup, ça fera, je pense, des petites découvertes pour tout le monde. Je vais dans un pays où je ne suis jamais allée, dont je ne sais absolument rien du tout. Donc ça va être... voilà, après, bon, c'est une semaine, c'est court, hein, parce qu'avec les temps de trajet, forcément, comme j'essaie de prendre des trucs économiques, c'est long. Voilà. Voilà, mais écoutez, je vous raconterai tout ça directement dans le vlog qui sera en rapport avec le voyage. En même temps, dans un vlog, je crois qu'on peut blablater un petit peu, on s'en fiche un petit peu, hein, c'est à la bonne franquette, voilà. Donc voilà, ben écoutez, sur ce, j'espère en tout cas que ce que je vous ai montré, ça vous aura plu. Et puis surtout que si un jour vous venez au Japon, vous serez quand même tenté de venir un petit peu dans ce coin très peu exploré des touristes étrangers en particulier. Et de voir un petit peu tout ce qu'il y a à découvrir, peut-être de faire des choix. Et puis voilà, parce que je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses super intéressantes par ici. Cet été, j'ai pas pu vous montrer grand chose, même si je vous ai déjà dit que j'avais d'autres vlogs en cours par rapport à des petits coins que j'ai vus cet été. Mais avec la température qu'il faisait, c'était pas motivant. Et puis le peu que j'ai fait, en fait, c'était... Dès que l'après-midi arrivait, c'était juste insupportable. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer en cours à la maison. Puis de toute façon, il n'y a personne non plus dehors. Hein. Je devais être la seule tarée à faire ça. Donc, non, l'été au Japon, c'est pas la peine. Hein. C'est très désagréable. Mais donc du coup maintenant qu'il fait meilleur, là que ça fait un petit moment, justement j'ai envie de profiter et de vous montrer et puis d'explorer aussi pour moi parce qu'il y a plein de trucs que je connais pas moi par ici, voilà. Donc écoutez, je vais arrêter de blablater pour rien. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog, très certainement. Et puis écoutez, eh bien c'est tout, moi je vous souhaite de bonnes lectures et puis comme d'habitude n'hésitez pas à me mettre des messages, des machins. Par contre, je n'aurai pas d'ordinateur avec moi, donc pour répondre aux commentaires etc, ça sera peut-être un petit peu plus long, je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps parce que j'aurai pas internet tout le temps, voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous remercie beaucoup si vous êtes arrivés jusqu'au bout de mon blablatage habituel, surtout qu'en ce moment j'ai le cerveau un peu avec ma crève et mon machin. Donc ça se trouve, j'ai la moitié des trucs que j'ai dit, j'ai fait répéter la même chose tout le long. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Allez, à très bientôt.